C'est des rumeurs? C'est des rumeurs? Oui, ni Bilderberg. Donc l'interview va tourner court. Vous avez jamais participé au groupe Bilderberg? J'ai été une fois. Ah, une fois. C'était en 1994, c'est ça? Pardon si je me suis mal exprimé, mais vous y avez été jeune. 5 ans, oui. Donc on aimerait savoir un peu ce qui se passe dans... Je sais rien, j'y suis allé une fois et puis voilà. Non, on veut savoir si le sujet a été débattu à ce moment-là. Ça, il y a 25 ans, je ne sais rien. Ah, vous avez oublié complètement? Il y a 25 ans, oui. Vous avez fait le déplacement pourtant. Oui, mais ça, honnêtement, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que vous avez fait il y a 25 ans. Enfin, vous n'étiez peut-être pas né. Ah, mais c'est une... Très jeune. J'aurais quelques questions à vous poser juste rapidement. Oui, savoir. Vous avez participé donc en 1996 à la réunion du groupe Bilderberg, à la réunion internationale. Ah oui, à Toronto, donc Oui. ça, non, mais j'étais une fois, oui. Oui, une fois, vous avez été invité. Beaucoup plus, après. Vous avez aussi été invité en 2003 pour la réunion du groupe Bilderberg à Versailles. Est-ce que vous savez quel rôle joue cet institut et qu'est-ce qui s'y est dit quand vous y étiez? Moi j'y étais à l'époque, je crois que c'était pour la guerre d'Irak. Et donc j'ai mis en garde à l'époque la communauté internationale, puisqu'il y avait un colloque où il y avait beaucoup de représentants américains notamment. Donc mis en garde contre les difficultés que ne manquerait pas de créer la reconstruction en Irak. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez du fait que cette réunion ne soit pas médiatisée? Enfin, parce qu'il y a quand même des journalistes, des banquiers, des hommes politiques. Jean-François Copé y était aussi en 2003. L'important, enfin pour moi, j'étais ministre des Affaires étrangères je crois à l'époque, l'important c'était que le message puisse passer vis-à-vis de gens qui ont souvent des responsabilités importantes en matière de politique étrangère. Et d'ailleurs, la participation qui était la mienne à cette époque a été fortement médiatisée. Donc même s'il y a une règle éventuelle de secret, de non-publication des actes, il y a une connaissance de ce qui se dit et de ce qui se fait. D'accord, donc vous ne pensez pas que c'est antidémocratique, donc ce genre de réunion comme ça, puisque les médias n'en parlent pas? Beaucoup de colloques se font sans publicité. Et... c'est même souvent la caractéristique de colloques internationaux, de façon à permettre une liberté de parole très forte. Ça fait avancer la réflexion des uns et des autres, c'est le but poursuivi. Et par exemple, vous ne pensez pas que ça fait une influence? Par exemple, Herman Van Rompuy, qui est président de l'Union européenne, a été reçu par ce groupe 4 jours avant. Et après, il était nommé président de l'Union européenne, mais il n'y avait que RTL qui avait rapporté ça. Est-ce que vous pensez que ce groupe peut avoir un effet sur... Oui, non. Vous pensez que c'est juste une coïncidence? Non, je pense que les chefs d'État sont déterminés en fonction de leurs propres critères, avec leurs propres exigences. Je ne crois pas du tout que ce type d'institution ait une influence déterminante sur les grands choix diplomatiques européens ou autres d'ailleurs. En l'occurrence, en ce qui me concerne, il s'agissait pour moi d'adresser un avertissement. Donc, ce qui était important, c'est que les représentants des différents pays qui étaient là soient bien conscients des risques qu'il y avait sur le plan international. Mais par exemple, Angela Merkel a été reçue à ce groupe 1 an avant d'être chancelière. Pareil pour Lionel Jospin, 1 an avant d'être Premier ministre. Vous pensez que c'est eux qui font et qui défendent? Ben, coïncidence est troublante quand même. Il y a beaucoup de coïncidences dans la vie. Vous l'apprendrez en vieillissant. Il y en a un peu trop. Bon, ben merci. Merci à vous et bon après-midi. Je voudrais avoir votre point de vue sur le groupe Bilderberg. Ça vous dit quelque chose, le groupe Bilderberg? Le groupe Bilderberg. Vous savez, vous avez été invité en 86 à ce groupe de réflexion. C'était en Écosse. Oui, je me souviens plus. Vous avez un point de vue sur ce genre de groupe de réflexion? C'est un club sympa. Sympa, vous trouvez? Inégalement. Le mot sympa vous paraît justifié pour ce genre de groupe? C'est un club décontracté. Ça me dérange pas qu'on vous filme, là, c'est pas... Vous représentez... Nous sommes donc, nous on voulait juste vous poser une question. Nous sommes des jeunes passionnés de politique et qui savoir un peu... On est monsieur tout le monde. International. Comme donc, vous avez participé en 2006, quand vous avez été invité à la réunion du groupe Bilderberg, si je ne me trompe pas. C'était au Canada. En 2006, oui. Vous vous souvenez On aimerait
j'aimerais savoir ce qui était débattu lors de cette réunion et à quel niveau d'influence ça se joue. Et ce qui a été débattu, c'était l'actualité internationale de l'époque, assez classiquement. Le groupe en lui-même n'a pas d'influence. Comment voulez-vous qu'un groupe ait une influence sur la famille? Je sais pas, il y avait le G8 par exemple, ou le G9. Non, c'était pas le G8 ou le G9 Oui, qui se c'est là, réunissaient. c'est pas pareil. Donc là, il n'y avait pas d'influence. C'est plutôt des personnes qui essayaient de comprendre le monde dans lequel ils se trouvaient, les vies. J'aurais aimé qu'on ait une influence considérable. Je suis pas sûr qu'on l'a eu, donc je ne crois pas qu'on ait une influence. Est-ce que vous pourriez décrire comment ont lieu les réunions, l'ensemble? Est-ce que vous avez eu accès à l'ensemble des réunions à l'intérieur de ce groupe? Si je vous demandais, ça peut vous paraître bizarre, mais est-ce que vous étiez nombreux par exemple dans la salle, ou est-ce que tous les invités étaient... Vous étiez tous, par exemple, on sait qu'il y a 120 personnalités à peu près 100 ou 120 qui participent. Est-ce que vous y étiez tous, ou est-ce qu'il y a plusieurs cercles? Parce qu'on a entendu qu'il y avait 3, vous voyez. Je suppose qu'il y a plusieurs cercles, parce que moi j'ai été invité une fois et c'est pas systématique. Oui, il y avait des séances plénières. Il y avait des séances auxquelles vous ne pouvez pas participer, quoi. Vous avez participé à toutes les séances? Non, je ne crois pas du tout qu'il y avait des séances. Est-ce que vous avez croisé? Il y a des séances auxquelles on choisissait de participer, mais je ne me souviens pas qu'il y ait eu des éléments d'interdiction. Donc vous savez, c'est plutôt des gens de bonne volonté qui ont envie de comprendre. Il ne faut pas y voir une quelconque forme de sens. Vous êtes d'accord que ça peut avoir une influence de par les fonctions que exerce chacun des membres? Vous voyez, moi je suis directeur de Sciences Po, je ne suis pas sûr que j'ai une influence sur la politique suivie par M. Poutine ou par le président chinois, et je le regrette. J'adorerais, mais il faut que je vous avoue la vérité, je n'ai aucune influence sur la politique russe ou sur la politique chinoise. J'aimerais. Même si vous adorez, il vaut mieux que ce soit en dehors du groupe Bilderberg. On m'y a invité une fois pour y participer, je ne connaissais pas cette structure. J'ai demandé, je ne sais plus à qui, je crois à Hubert Védrine, qu'est-ce que c'est. Il m'a expliqué que c'était un cercle, j'y étais. J'ai participé, j'ai été 2 jours, je ne suis jamais revenu. Vous avez juste été invité une année, mais sans plus. Voilà. Vos relations avec ce groupe sont arrêtées là. Exactement. Et vous ne pensez pas que ça a une certaine influence au niveau mondial, ce genre de discussion? Écoutez, je n'ai pas suivi du tout ce qui est advenu pour la chanson physique. Et quand même, ça doit être rien à côté du groupe Bilderberg, c'est-à-dire représenter la France durant... Ça, c'est encore autre chose. Ça. Le groupe Bilderberg, l'intérêt, c'est que c'est européen. Ça permet effectivement d'être dans une approche qui est plus originale. Et qu'est-ce que vous pouvez nous parler de votre invitation au groupe Bilderberg de 2003, s'il vous plaît? Oui, pourquoi? C'est-à-dire, en quoi consistent les réunions du groupe Bilderberg? Écoutez, moi j'étais invité là, je n'ai pas été invité 2 fois, je participe à des centaines de colloques internationaux, j'ai participé là, j'ai fait une intervention, pour le reste... C'est quand même, si vous voulez, un groupe qui existe depuis 1954, oui, et alors... qui se réunit chaque année, donc il y a un suivi, je suppose qu'il y a des projets qui sont suivis sur le cours fur et à mesure. Moi je participe à des organisations de façon sur le long terme, bon. Pas comme invité ponctuel, mais je suis aussi invité ponctuellement dans beaucoup de structures, sans pour autant, bon, alors le CSIS aux États-Unis, la Rand Corporation, oui, la Brookings Institution, j'ai beaucoup fréquenté, bien sûr, et d'autres, mais là j'ai été effectivement invité en 2003, assis au pied levé pour faire une intervention, et c'est là où j'ai du reste croisé M. Wolfowitz qui était présent. Voilà. J'ai permis de lui dire des choses du reste qui n'a pas dû lui plaire parce que je n'ai jamais été d'accord avec sa doctrine. Alors, vous pouvez m'en parler? Non, mais la doctrine Wolfowitz, c'est la doctrine de la guerre, du War on Terror, qui est une doctrine fausse, c'est tout. Je n'en fais pas mystère, je le dis clairement. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu, s'il vous plaît, comment se passe une réunion, enfin comment s'est passée en tout cas la réunion à laquelle vous avez assisté au groupe Bilderberg? Non, il y a tout à fait simple. Moi, je n'ai pas assisté, on m'a demandé d'intervenir. Donc je suis arrivé, on m'a donné le thème de l'intervention, je suis arrivé sur la tribune, j'ai fait mon intervention, je suis parti après. D'accord. Vous n'êtes pas resté à l'hôtel? Non. Ah non. Non, je reste jamais aux hôtels. Non. Vous ne savez pas s'il a été bien? Non. Vous n'êtes pas allé au golf non plus alors? Non, mais moi, les mondialités, c'est pas mon truc. D'accord. Ok. Là, ici comme ailleurs. Non. Très bien. Jean-Louis Bruguière, merci. Voilà, je vous en prie, au revoir.
Comme on en parle très peu dans les médias, c'est pas médiatisé, est-ce qu'on voudrait savoir ce qui se passe dans ces réunions, ce qui se dit et quelle influence ça se... Bon, ça m'a paru être assez droitier, assez atlantiste, assez... ouais, c'est des gens qui ont eu des responsabilités ou qui veulent en avoir, qui se réunissent ensemble. Mais moi j'ai été une fois, c'est comment... Excusez-moi monsieur Besancenot, est-ce que vous connaissez le groupe Bilderberg? Vous connaissez le groupe Bilderberg? Monsieur Besancenot, est-ce que le nom même Bilderberg vous dit quelque chose? J'ai une autre question, il ne veut pas me répondre. Jean-François Kahn, sur internet il y a une vidéo qui circule pas mal de vous, c'est en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez que vous étiez invité dans C'est dans l'air, quand il y avait une question sur le groupe Bilderberg. Et sur le groupe Bilderberg, il y avait une question qui a été posée par un téléspectateur et ni vous, ni Nicole Bacharan, ni Yves Calvi ne connaissaient ce groupe-là à l'époque. Ah oui, j'avais dit, oui, voilà. Est-ce que vous avez eu le temps depuis le temps... Comment ça s'appelle le groupe Bilderberg? Ah oui, c'est-à-dire, je sais parce qu'après des gens me l'ont dit, mais j'ignorais complètement. Et vous connaissez, vous? Ah oui, je connais. Vous avez eu le temps de vous renseigner là-dessus, de voir ce groupe, par qui il a été fondé? Je sais ce que les gens m'ont dit. Après, il y a des gens qui m'ont expliqué et tout, voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque... Vous ne connaissez pas du tout? Je ne connaissais pas du tout. Parce que vous connaissez notamment le CFR aussi, le Council of Innovation. Le CFR, qui est un groupe de réflexion américain, qui est derrière le projet d'une union nord-américaine. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ou pas. Non, je ne connais pas. Non, ce que je connais des groupes comme ça. Je connaissais la multilatérale déjà. Je connais la fondation Héritage, qui est un peu tout ça dans ces mouvements. Ça, oui, je connais, mais bon, il y en a que... Qu'est-ce que vous pensez du fait que le Bilderberg ne soit pas médiatisé depuis 1954 alors qu'il y a une réunion chaque année et qu'on médiatise le forum de Davos? Si vous imaginez... Répondez à ma question, s'il vous plaît. Je réponds à votre question. C'est une question simple. Si vous imaginiez le côté café du commerce, sans aucun intérêt intellectuel de ces réunions, vous seriez surpris. Ah, c'est ce que vous maintenez pour le Bilderberg. Ah, je peux vous le dire, oui. Ce sont des réunions de café de commerce. Absolument, c'est du café de commerce haut de gamme. Donc David Rockefeller fait des réunions de café de commerce. Oui, absolument. Et je peux vous dire que David Rockefeller, il pense pas plus qu'un bistroquet. D'accord. Ah bah c'est sympa pour la déclaration. N'exagérez pas en même temps l'importance. Je sais que c'est ce genre de truc qui fait fantasmer. Il ne faut pas en exagérer l'importance. C'est des cénacles de discussion. Les médias n'en parlent jamais, les médias traditionnels, lorsqu'on sait que beaucoup de journalistes... Peut-être que c'est parce que ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous avez fait le déplacement jusque là-bas quand même, hein? Ah oui, parce que moi j'ai appris. Pas une seule fois. Mais je suis allé là-bas pour apprendre plein de choses, pas pour dire aux autres qu'il fallait qu'ils fassent. Je vous souhaite d'ailleurs, quand vous aurez mon âge, de continuer à apprendre, de continuer à vous déplacer pour apprendre des choses. C'est absolument passionnant. Ça n'a rien à voir avec la vision, le fait que des journalistes et des hommes politiques et des banquiers puissent discuter entre eux dans le plus grand secret et protégés par des gardes armés, c'est jamais médiatisé. On est en droit de soulever ce qui se passe dans ces réunions. Puisque les hommes politiques ont des comptes à nous rendre en quelque sorte, ils sont censés travailler pour nous. D'ailleurs, ils ne font que... Vous êtes dans la fantasmagorie. C'est pas de la fantasmagorie puisqu'il y a une loi américaine qui interdit ce type de réunion internationale, notamment le Bilderberg. Donc, si vous voulez, le fait qu'il n'y ait aucune suspicion à ce niveau-là, c'est très con aussi, quoi. Non, là vous êtes... Là je pense que vous êtes en pleine fantasmagorie. Je crois qu'il faut que vous fassiez attention à ne pas nourrir vos fantasmes personnels. Non, on demande simplement. De l'idée que des gens qui se réunissent pour comprendre le monde ont une influence. Ça ne se passe pas comme ça. C'est dommage parce que c'est moins excitant, c'est moins fantasmatique, c'est moins conjuration, c'est moins gouvernement mondial, c'est beaucoup plus terre à terre. Mais les gens qui y participent sont tous en quelque sorte pour le gouvernement mondial.
vous a pas donné d'instruction De quoi? On vous a pas donné d'instruction, alors ça va aucune fantasme. Et comme ces groupes ne sont pas médiatisés depuis 1954, quand même. Non. Et globalement, vous en pensez quoi? Attendez, j'ai jamais fonctionné sur instruction de toute façon de quiconque. On parle du groupe Bilderberg. Et globalement, vous pensez quoi de ce groupe? Vous êtes favorable à ces genres de réunions? Bah écoutez, pour le fait que j'ai été une fois, me laisse à penser que je n'y suis pas favorable, sinon j'y serais retourné, je serais été un assidu. Hein. Bon, voilà. Allez, au revoir. Quand on trouve pas mal de membres du siècle ou des Young Leaders de la Fondation anglo-américaine, on voit que certains d'entre eux font partie d'instances mondialistes, de groupes de réflexion comme le groupe Bilderberg. Est-ce que vous connaissez ce groupe ou vous avez j'en ai entendu parler, mais moi je n'ai jamais été membre. Jamais. Non. D'accord. Voilà. Merci. Bonjour Madame Le Pen. Est-ce que vous connaissez le groupe Bilderberg? Madame Le Pen, est-ce que vous connaissez le groupe Bilderberg? Vous n'avez pas reçu d'instruction? Pardon? Vous n'avez pas reçu d'instruction? Est-ce qu'il y a une ligne? Instruction de quoi? Est-ce qu'il y a une ligne? Parce qu'il y a des directives. Ou pas? On aimerait simplement savoir, parce que ces réunions ne sont pas médiatisées depuis leur création en 1954. Il y a des journalistes qui se retrouvent aussi avec des hommes politiques et des banquiers. Donc, vous voyez, ça fait un peu opaque. Donc, oui. Écoutez, regardez, je ne sais pas si Wikileaks existait à l'époque. En tout cas, moi, je ne suis pas dans un système opaque. Wikileaks n'en parle pas. Je ne suis pas dans un système opaque. Voilà. Merci à vous. Sinon, on aimerait savoir... Ben voilà, c'est terminé. Autre chose? Merci. Non, c'est terminé. Le siècle, est-ce que vous êtes... Non, je ne suis pas membre non plus du siècle. Mais vous savez ce que c'est? Oui, je sais ce que c'est. Mais l'interview est terminée. Merci. Vous trouvez normal que les hommes politiques se côtoient? Merci beaucoup. J'ai des consignes. Est-ce que vous trouvez normal que les hommes politiques et les journalistes et des banquiers se côtoient un peu en secret? Oui, je suis prêt. Les médias n'en parlent pas. Quand on se rencontre, c'est pas secret. Merci, bonne après-midi. Vous n'êtes toujours pas au courant pour le Bilderberg? Hein? Bilderberg. Vous n'avez pas cherché à savoir, non? Hier, il y avait le dîner du siècle, hier. Il y avait le dîner du siècle, et toutes les élites, il y avait Nicole Notta. Vous devez connaître Nicole Notta? Non? C'est branché complot, quoi. Hein? C'est branché complot, quoi. Non? C'est ce qu'elle y était? Là, il y a une révolution, c'est pas un complot, là. Il y a une révolution. Ouais. Et nous, on est révolutionnaires. Vous êtes révolutionnaires, donc il faut se rebeller contre tout le monde, alors. Tous ceux qui participent de la dictature. Donc au dîner du siècle, il faut y être aussi. Ce serait bien que vous nous rejoigniez, alors. On apprend avec des journalistes indépendants que vous êtes parmi les personnes qui ont assisté au séminaire du groupe Le Siècle. Je ne sais pas si vous connaissez ce groupe. Non, je connais très bien le groupe du siècle, il est universellement connu, je vis à Paris, alors tout le monde le connaît, tout le monde en est membre, on en a dans les notables parisiens. Justement, moi j'ai cessé d'y appartenir il y a peut-être 40 ans. Qu'est-ce qui s'y passe en gros dans le siècle? Des dîners. Je veux dire, il n'y a pas de sujet abordé. C'est pas une société secrète. Non, mais non, c'est des gens de tout milieu qui se réunissent. Moi ça me rasait un petit peu, donc il y a très longtemps que je suis parvenu. Et vous pensez des gens extrêmement divers, des chefs d'entreprise, des responsables administratifs, des hommes politiques, des syndicalistes. Vous voyez tout ce qui compte à Paris, plus ou moins membre du siècle. Bonsoir messieurs, vous venez à la réunion du siècle. Vous avez peut-être quelques infos à nous donner? Qu'est-ce qui se raconte? Qu'est-ce qui se raconte en ce moment? Du réchauffement climatique. Et là, le mur de la honte de Gaza qui est fait par les Français, vous en parlez un petit peu? La taxe carbone, la chute du dollar, non? Ok, merci bien. Bonsoir monsieur. Ah, vous allez au siècle? Ah, Rachida Dati. Rachida Dati, ouais. On t'a vu Rachida. On va vous parler au siècle, allez. Allez, les sujets du siècle s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, petite boulette. Ah bon bah Dave Rachida Dati vient de nous faire un joli sourire, c'était sympathique, très sympathique. Allez, juste une petite boulette. Bonsoir monsieur, vous allez à la réunion du siècle? Vous êtes en retard monsieur, Rachida Dati vient juste d'arriver. Ah oui, bonsoir. Ouais. Alors, messieurs, dames, vous connaissez peut-être l'organisation qui se fait ici. C'est un mouvement qui s'appelle Le Siècle. C'est ce qu'on pourrait appeler une société secrète, plus ou moins, qui existe en France. Donc, réunissant les plus grands politiques de France. Vous avez des journalistes, vous avez des scientifiques, vous avez un amalgame de chefs d'entreprise. Et ils se réunissent pour prendre des décisions sans notre consentement, entre guillemets, à huis clos. Donc, ils appellent des réunions informelles. Ils appellent ça la société du siècle. Vous avez le cercle de l'oratoire également en France. Et vous avez au-dessus d'eux, on va dire, un groupe plus important qui s'appelle le groupe Bilderberg, qui lui est un groupe international. Donc il faut savoir que là ce soir, vous pouvez avoir Edouard de Rothschild qui est présent. Vous pouvez
voir Pujadas, vous avez vu Rachida Dati qui vient de rentrer. C'est bon ça. Bonsoir Madame Guigou, vous êtes à la réunion du siècle. Qu'est-ce qui se raconte ce soir Madame Guigou s'il vous plaît? Madame Guigou, allez, une petite boulette, une petite info s'il vous plaît. Voilà, il y a une question donc à poser. On aimerait savoir, comme si je ne me trompe pas, vous faites partie du club de réflexion Le Siècle, on aimerait savoir quel est ce qui est débattu lors de ces soirées. Alors, je vais vous dire une chose, qui est vraiment, alors, profondément sincère. Vous avez au siècle des gens qui appartiennent à tous les milieux, des gens qui vous pouvez enregistrer, hein, ça ne vous gêne pas. Oui, d'accord, je rapproche, ça ne me dérange pas parce que... collaborent à des activités qui peuvent être en contradiction avec celles des gens qui vont au siècle. Même des gens qui vont avoir dans la journée des employables, des engueulades, des conflits, des intérêts divergents. Et le trouvaille du génie du siècle, ça a été de permettre à ces gens-là de se retrouver le soir, un soir par mois, à un dîner, pour avoir ensemble une vie normale, sortir des conflits, les oublier. Il y a une règle d'or au siècle, c'est qu'on ne parle pas politique, on ne parle pas de travail. Alors, c'est un club d'amis? Il peut y avoir, lors des apéritifs, on peut se donner des rendez-vous, dire on va se voir, etc. Bon. Mais il n'y a rien, si vous voulez, qui traduise entre tous ces gens une espèce, je ne sais pas, de la connivence d'une synarchie, hein, comme on avait le mythe de la synarchie. Il n'y a pas du tout ce que précisément on est en train de construire, du complot de quelques privilégiés entre eux. Monsieur, bonsoir. Vous allez à la réunion du siècle ce soir? Non. Monsieur, vous allez au siècle? Bonne soirée. Ça n'a pas l'air de vous plaire tellement, quoi. C'est les obligations du métier, quoi. On vous a convié, je suppose. Vous saluerez Édouard de Rothschild de ma part. Un autre siècle. On est en retard à la réunion du siècle, monsieur. Bah alors, vous savez si Édouard Rothschild est présent? Bon, vous allez au siècle, monsieur? Vous êtes en retard à la réunion? Ah non. Non. Monsieur au siècle. Vous êtes en retard à la réunion du siècle, messieurs. Vous savez si Édouard de Rothschild est présent ce soir? Georgie, c'est... Vous savez pas? Vous avez pas eu les listings? Merci quand même. Voilà, et que sans nous, ils sont rien. Sans nous, ils ne peuvent pas être d'élite. Donc en même temps... Vous allez au siècle? Messieurs, bonsoir. Vous allez à la réunion du siècle? Bonsoir monsieur, vous allez à la réunion du siècle ce soir? Vous savez si Édouard de Rothschild est présent? Vous savez si Jean-François Copé est présent? Jacques Attali est présent? Lionel Jospin? C'est-à-dire que vous faisiez partie du... Non, j'y suis, mais malheureusement c'est le mercredi soir et je suis souvent soit dans ma ville, soit en Suisse. Mais oui, c'est intéressant, c'est des gens qui ont des idées sur le sujet économique. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre appartenance au groupe Le Siècle? Le siècle, c'est pas un groupe, c'est un club. Se retrouvent des gens des diplomates, des hommes politiques, des entreprises, des gens de religion. Il y a un peu de tout. Voilà, c'est une fois par mois et c'est assez convivial et intéressant. Les gens qui se rencontrent, qui échangent, qui ont des points de vue différents. Justement, en fait, vous avez dit que vous n'êtes plus partie du siècle. Si, non, mais j'y vais de temps en temps, d'accord, très souvent. Ah oui, ok. Justement, en fait, faire partie du siècle est vraiment quelque chose d'important et c'est un accomplissement. Il faut des ce qu'on se dit avant d'y être. Bien sûr. Et c'est ça l'accomplissement. Et puis quand on y est, on est content d'y être. Non, c'est bien, enfin, un accomplissement, non, mais c'est un club intéressant parce qu'on y rencontre des gens qui décident. Bonsoir messieurs dames, vous êtes à la réunion du siècle? Les casquettes rouges ne sont pas acceptées monsieur. Ça fait un peu tache dans le décor. Monsieur de Rothschild ne va pas être content. C'est pas beau. C'est pas très joli. Bonsoir monsieur, vous êtes à la réunion du siècle? Est-ce que ça vous dirait un jour d'inviter monsieur tout le monde à dîner avec vous? Parce que j'ai lu dans... Et il y a des institutions, c'est une institution, là, c'est devenu une institution privée, or effectivement, mais je veux dire, c'est ridicule, c'est pas moi qui suis la puissance invitante, c'est pas moi qui invite, c'est un rendez-vous mensuel auquel se rendent des gens qui ont été effectivement choisis. Bon,
c'est par cooptation. Le problème, c'est quand c'est pas... Oui, il y a conseil d'administration, bien sûr, c'est bien. Conseil d'administration, il fait des gens très bien, tout à fait avouables. Il y a là-dedans, il y a Bourlange, il y a Olivier Duhamel, il y a je sais pas qui. Enfin, il y a des tas de gens comme ça, il y a Kessler aussi bien. Il y a des libéraux, il y a des socialistes, il y a... Voilà. Les socialistes, il y a la droite et la gauche, en fait. Il y a des gens de gauche comme de droite. Oui, évidemment, mais alors écoutez... Bah, ils sont bisous au siècle, et puis quand on les voit dans le paysage... Vous voulez être dans le système ou en dehors? Choisissez. Non, mais c'est à vous de faire le choix, c'est pas à moi. Sinon, le fait que des journalistes et des hommes politiques puissent se côtoyer dans ces dîners, qu'est-ce que vous trouvez ça un peu Écoutez, il n'y a pas tellement de journalistes, et de toute façon, pour ce qui me concerne, je n'ai jamais eu, j'ai horreur de la simple idée d'une collusion entre les journalistes et les politiques. Ça, c'est détestable. Mais c'est pas, le siècle n'est pas le rendez-vous spécifique pour cela. Les journalistes ont été choisis très tardivement. Par exemple, je suis universitaire, mais je suis aussi journaliste. J'ai été choisi essentiellement, je crois, sur ma casquette de journaliste pour des raisons de, je ne sais pas, tenant au fait que ça fait autour de bêtes, ça fait longtemps que je m'exprime, on finit par me connaître. Mais cela dit, là-bas, je n'ai aucune collusion avec les politiques de quelque façon que ce soit, et je peux vous dire même que quelquefois, quand il m'arrive de la rencontrer, je n'éprouve aucun besoin d'être particulièrement timide. Parce que récemment, les manifestations récentes, après l'article de l'AFP, c'était un journaliste, c'était Pierre Carl, qui voulait disait dénoncer donc la connivence entre les médias et le pouvoir politique et libérer en quelque sorte les journalistes de la mauvaise influence qu'ils pourraient avoir dans ce club. Est-ce que vous pensez que les journalistes, même si vous dites que vous n'êtes pas sous influence politique, est-ce qu'il y en a qui pourraient pas essayer un tout petit peu, avant de jeter le soupçon, d'avoir confiance dans les gens? On essaie. Vous ne pensez pas qu'ils ont une conscience comme vous et qu'ils ont peut-être mérité votre confiance? La prochaine chose extraordinaire. Je vous fais confiance en vous répondant là. Et en sachant que je suis filmé et que ça va sans doute être répercuté sur un site. Bon, je vous fais confiance. Eh bien, faites-moi un petit peu confiance, nom de Dieu. On a du mal à croire en l'impartialité de la presse. Vous avez du mal à croire, et ben, je ne vous dis pas, croyez, je ne suis pas du tout un prédicateur. D'accord, c'est votre opinion, c'est la nôtre, très bien. Je ne vous dis pas croyez, je ne vous dis pas, bon, mais je vous dis simplement que par rapport à la société dans laquelle vous êtes, une attitude de confiance dans les autres vous permettra peut-être d'avoir davantage confiance en vous-même. Je ne pense pas que ce soit... Voilà. Peut-être que c'est pas réciproque, enfin, peut-être que... Ah bah si, il y a réciprocité là-dedans. Peut-être que c'est peut-être des choses dont vous débattez, Pardon? Il y a peut-être des choses mais il y a pas, dont vous ne voulez pas faire part. Je veux dire, il n'y a rien. Il y a des gens qui viennent... Donc on a l'obligation de pouvoir se reparler. Comme ça, dans une atmosphère normale, et pas dans une atmosphère de soupçon. Regardez M. Tavernier qui est là. Mais on a le droit d'en avoir quand même. Lui, voilà un homme qui serre ma main parce qu'il a fait confiance. C'est des jeunes gens qui croient que le siècle est un lieu de perdition absolue. Il se trame des choses dites de la synarchie dans les années 30. Mon Dieu, mon Dieu. Et oui. C'est terrible. Oui, Mein Gott. C'est à l'époque. Mais oui. Mein Gott. Mais oui. Mais je suis content de vous voir. Bonsoir monsieur. Monsieur, vous venez à la réunion du siècle? Vous êtes un petit peu en retard. Hein. Pas du tout, vous connaissez pas le siècle. Il y a Rachida Dati qui vous attend monsieur. Elle est ici à la fin. Ouais. Bah, ils peuvent pas nier, attends, ils savent très bien qu'on n'est pas là, à attendre sous la pluie pour rien. Bonsoir monsieur, vous venez à la réunion du siècle? C'est la cravate rouge du siècle, reconnaissance. Ah, vous avez pas mis l'écharpe Mitterrand ce soir? Ah, ben voilà. Le siècle, là, vous ressemblez à un membre du siècle. Bonsoir monsieur. Oui, lunettes, moquette. Un peu dégarni, comme la politique, hein. C'est dégarni. Rien de mec. Oui, allez. Oh, il a pas aimé quand je lui dis un peu dégarni. Hein. Oh, il a pas aimé, mais attends, mais moi si j'avais ces moyens, je me ferais implanter des cheveux. Qu'est-ce qu'il va nous emmerder? C'est pas vrai. Si t'avais leur compte en banque, tu ferais implanter des cheveux, tu resterais pas avec des cheveux dégarnis, c'est quoi ça? Ils ont tous la mode Atali, ils ont tous décidé. Attends, avoir des coupes de moine quand tu vois les démons que c'est, les mecs. Ah non. Ça peut faire une bonne publicité. Ah bah eux, ça leur fait une sacrée pub, hein. Ils vont être contents de voir leur gueule sur internet. Ah, ça, Bah, être en retard à la réunion, monsieur.
Claude Allègre, Monsieur Allègre, Monsieur Allègre, bonne soirée Monsieur Allègre. Ouais, c'est vrai, il n'était pas prévu Allègre ce soir. Claude Allègre. On est content parce qu'après on va vite se mettre au chaud, mais on a une petite question, on a parlé à M. Copé de l'activité qu'il peut y avoir par exemple au cercle, juste comme ça, en fait, au siècle. Et il m'a dit qu'il y allait beaucoup parce que c'était le mercredi et tout ça, mais on voulait savoir quelle était la richesse en fait de ce jeu. Je ne sais pas, moi je ne connais pas du tout. Vous ne connaissez pas le siècle? J'ai jamais entendu parler. Si, mais je ne sais pas ce que c'est, je suis jamais été invité. Ça me fait rigoler, moi. Pourquoi pas? C'est un guerrier, un combattant. Voilà, on peut aussi nous comparer au général de Gaulle, à François Mitterrand. Je parle aussi bien de Jean Jaurès. Il y a plein de modèles. Hein. Vous êtes un peu plus moderne parce que j'ai vu qu'il y avait une caméra qui vous suivait. Ouais. Votre blog, tout ça. Oui, je suis un peu plus moderne que Marché, mais Marché, j'ai regardé ses vidéos, j'ai envie de dire que le mec, il sait y faire. Hein. Monsieur Mélenchon? C'est un communiste, c'est mes potes, mes alliés. Vous avez récemment dénoncé un journaliste indépendant, un info-activiste. Moi aussi, je suis indépendant. Allez, au revoir. Vous avez récemment dénoncé le club Le Siècle, monsieur? Monsieur Mélenchon? Ça peut pas être tout le temps dramatique, quoi. Le siècle, ça doit être quelque chose de comique. Bonsoir, monsieur, vous allez au siècle? Vous allez au club de réflexion? Non? Vous savez qu'il y a une réunion qui s'organise ici, qui s'appelle Le Siècle. Une réunion avec les plus grandes puissances françaises. Ah, vous allez nager? Ah, parce qu'il y a des bassins pour nager en plus. Génial ici. Non, monsieur, vous allez à la réunion du siècle? Vous êtes un peu en retard, monsieur. Hein. Qu'est-ce qui se passe au siècle? De quoi parle-t-on? Ah, lui, il va nous répondre. Lui, il en fait un mur. On fait un mur devant lui. Ah, lui, il sent le siècliste à fond. Vous allez au siècle, monsieur? Bonsoir, monsieur, vous allez à la réunion du siècle? Quels sujets ils sont débattus en ce moment, s'il vous plaît? Ah, merci. La liberté d'information? Non? Bon, tant pis. Bonsoir, messieurs, vous allez à la réunion du siècle? Vous pouvez peut-être nous éclairer sur les sujets qui sont abordés en ce moment? Ça a l'air de vous déprimer, il allait par là, monsieur. Dieu sait que les petits fours, ils sont beaux. Hein. Dieu sait que les petits fours sont excellents. Vous allez au siècle? Bonsoir, monsieur, vous allez à la réunion du siècle? Oui. Je vous souhaite une bonne soirée, monsieur. Quels sont les sujets qui sont abordés, s'il vous plaît? Ça dépend des jours, et notamment en ce moment. Pas de sujet particulier? Par rapport à la crise économique, la chute du dollar, ça vous dit rien? Ok, merci bien. C'est sympa, si vous voulez pas. Ouais, au moins il s'est retourné. Bonsoir, monsieur. Vous faites partie du siècle? Bonne soirée, monsieur. Dépêchez-vous, il y a peut-être... Mais ils viennent en série, c'est pas possible. Vous allez au siècle, monsieur? Vous êtes un présentateur. Vous allez pas au siècle. Vous allez juste manger les petits fours. Vous avez raison, monsieur. Faut profiter du champagne, des petits fours. Bonsoir, monsieur. Vous allez à la réunion du siècle? Vous pouvez nous dire quels sujets ils sont débattus en ce moment? D'accord, merci beaucoup, monsieur. Il a même son portier. De quoi parlez-vous? Bonsoir, messieurs. De quoi parlez-vous au siècle, monsieur? Qu'est-ce qui se passe en ce moment au siècle? Vous avez des sujets à nous mettre en avant, s'il vous plaît? Merci. Bonsoir, messieurs. Vous allez à la réunion du siècle? Quels sujets ils sont débattus en ce moment? Bonsoir, madame. Oh là là, ils sont pas gentils. Bonsoir, madame. Vous allez à la réunion du siècle? Absolument. Absolument. Quels sujets ils sont débattus en ce moment? Vous pouvez peut-être nous aider? Vous éclairez? Non? Bon, merci quand même. Bonsoir, monsieur. Vous allez à la réunion du siècle? Vous êtes en retard, monsieur. Monsieur, bonsoir. Vous venez à la réunion du siècle? Bonsoir. Oui, ça répond pas à ma question, mais... Si, ça... Alors, on sait pas, des journalistes et des hommes politiques se retrouvent pour parler entre eux. Bonjour, l'impartialité de la presse. Ouais, non, mais... Si t'as besoin de lui... Bonsoir, monsieur. Vous allez à la réunion du siècle? Vous pouvez peut-être nous aider? Les sujets qui étaient débattus en ce moment. En gros, je sais pas, à mon avis, ils vont parler des raffineries, de la raffinerie de Dunkerque. D'accord. De politique, des nominations au Conseil constitutionnel. D'accord, du traité de Lisbonne, les retombées peut-être? Non. Vous avez des gens qui sont contre le traité de Lisbonne au sein du siècle? Vous savez s'il y a des gens qui en sont tous pour le... D'accord, plutôt favorable. Donc dans une démocratie, vous trouvez normal qu'on regroupe des gens qui sont plutôt favorables au traité de Lisbonne, qui est quand même un traité qui met en danger notre République, quoi, entre guillemets.
Vous trouvez que dans une démocratie, c'est normal qu'on réunisse des gens qui sont favorables ou tous d'accord sur un sujet? Je vous ai pas dit qu'ils sont tous d'accord. Non, non, bien sûr, bien sûr. C'est dans un ensemble d'idées. Vous avez vos opinions. Ah non, bien sûr. David bien Casadas sûr, puisse bien manger sûr. à la même table qu'Edouard de Rothschild ou Jacques Attali, ça vous fait rien? Ça vous dérange pas, ça, par contre? Donc bonjour à la MAC. Est-ce que vous pouvez nous parler des institutions, le siècle et de la Fondation franco-américaine et le rôle qu'elles jouent dans le monde politique? Le siècle ne correspond pas au mythe qu'on a bâti. Ça n'est pas une synarchie qui commande la société française. C'est un lieu de rencontre qui permet simplement de constater qu'en effet, en France, quand vous réunissez 400 personnes, vous avez réuni 90% du pouvoir. Donc le siècle est la démonstration qu'il faut ouvrir les fenêtres. Il fait une démonstration à contrario. Sur le site de la Fondation franco-américaine, on apprend que vous êtes Young Leader de l'année 2000. Ouais. Et on aimerait savoir en fait qu'est-ce que c'est que le statut du Young Leader et quel est le contenu en fait des échanges de la Fondation, qu'est-ce qui s'y passe en fait? Écoutez, je me souviens, oui, j'avais été recruté comme Young Leader en 2000 et il y avait eu un séminaire à Avignon et à Princeton où en fait ils font rencontrer des jeunes députés américains et à l'époque il y avait des jeunes ministres américains, des dirigeants d'entreprise, mais c'est gauche-droite, c'est mélangé. Hein, vous avez républicains, démocrates, à l'époque c'était l'administration Bush, et je me souviens que c'était, il y avait un ministre qui était Robert Zoellick. Ah voilà. Ok, l'ancien président de la Banque mondiale. J'ai rencontré Robert Zoellick au Young Leaders à Avignon. Ah d'accord. Voilà. J'ai ce souvenir-là. J'ai rencontré quelques congressmen aussi, voilà. Mais j'ai pas pu aller au voyage aux États-Unis à Princeton à l'époque. Donc en fait, on avait eu un séminaire de 2 jours à Avignon, on avait discuté entre nous, entre Français. Alors il y avait des gens de droite, des gens de gauche en France, des gens de droite, des gens de gauche aux États-Unis. Donc en fait, c'est plutôt fait pour renforcer les relations franco-américaines. C'était très intéressant. Et votre relation avec la Fondation franco-américaine, je veux dire, c'est arrêté là ou après vous n'avez pas d'autres nouvelles? Non, après, la Fondation m'a demandé, quand j'étais porte-parole de Ségolène Royal, s'il pouvait rencontrer Ségolène Royal avec les dirigeants des équipes de toutes sortes. Républicains et démocrates voulaient rencontrer Ségolène. Et c'est moi qui les ai reçus et qui ai expliqué, et c'est comme ça qu'elle a dit, Ségolène, qu'elle avait inspiré Obama. En fait, non, pas du tout. Il y avait les républicains et les démocrates. Elle a inspiré y compris les républicains. C'est ça l'histoire. Bonjour, nous sommes des étudiants en personnel politique et on va justement rencontrer des diverses personnalités. Et quand on s'intéresse à vos CGP, on apprend que vous êtes Young Leader de la Fondation franco-américaine pour l'année 1981. Et sur leur site. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette fondation, les contenus des échanges, qu'est-ce qui s'y passe? Parce qu'on n'entend pas trop parler. C'est une fondation qui organise des échanges entre de jeunes Américains et de jeunes Français, avec des séjours alternés. Alors, tantôt ça se passe aux États-Unis, tantôt ça se passe en France, pour favoriser la connaissance mutuelle entre les élites. Alors moi je sais, quand j'y étais, il y avait des gens comme Strauss-Kahn, il y avait aussi des gens du privé, Jean-François Lemoine, le patron de Sud-Ouest, beaucoup de personnes de ce type. J'ai un peu perdu le contact, à vrai dire, parce que c'était il y a 30 ans. La Fondation franco-américaine, c'est quelque chose de totalement différent. Moi, j'ai appartenu à la première promotion il y a ça 30 ans, à laquelle appartenait d'ailleurs du côté américain le plus chic d'entre tous, c'est-à-dire Clinton, qui était à l'époque gouverneur de l'Arkansas. Et l'idée était formidable, c'était pendant 3 ans de permettre à 15 ou 20 jeunes Français dont on pensait qu'ils pourraient avoir un rôle dans la société française et à 15 ou 20 jeunes Américains de partager sur tous les sujets. Et ça, c'était absolument formidable, parce que d'abord, ça laissait non seulement des souvenirs, mais des liens, et ça... C'est pas du tout le même type de pénétration qu'on peut avoir d'un pays quand vous êtes confronté à 20 personnes dont on vous dit ils pèseront dans le film. Donc ça, c'était absolument exceptionnel, et je crois que ça fonctionne un peu encore sur le même principe. J'arrive. C'est bon. Alors bonsoir, ma question s'adresse à Pierre Esqui de Rue 89.
Tout à l'heure, vous avez parlé notamment d'indépendance des médias, le fait que vous ayez une stature de médias indépendants. Vous avez insisté notamment sur le fait d'avoir une indépendance vis-à-vis de grands groupes qui ont des intérêts ailleurs et qui peuvent nuire au travail de presse indépendante. Et justement, quand on s'intéresse à Rue 89, on voit que le rédacteur en chef de Rue 89, votre collègue Pierre Aski, est Young Leader de la fondation... non, Pascal Richet, pardon, excusez-moi, Young Leader de la fondation franco-américaine pour l'année 1999, c'est-à-dire la source est consultable par tout le monde sur le site de la fondation. Et c'est une fondation elle-même qui dit qu'elle a pour finalité, qu'elle a pour objectif d'avoir des statuts de Young Leader pour des personnes clés du système médiatique ou politique, pour avoir justement les intérêts de la France et des États-Unis au sein des institutions des deux pays. Et parmi les Young Leaders, on trouve des politiciens comme Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici, Eric Raoult. Et quand on s'enseigne à propos sur cette fondation, on trouve que justement parmi les financiers, on trouve le groupe EADS, via Arnaud Lagardère, on retrouve également la Banque Rothschild d'Europe, on retrouve divers grands groupes justement. Et comment se fait-il que, par exemple, Pascal Richet, avec le 89, se réclame d'avoir un travail indépendant tout en étant lié à ce groupe, qui est aussi connecté à d'autres groupes de réflexion comme le CFR, comme le groupe Bilderberg, et qui ne... Vous mélangez tout là, excusez-moi. Non mais je parle du conflit d'intérêt. Je vais vous répondre. Vous faites de l'amalgame parce que vous partez de la Franco-American Foundation et vous arrivez à Bilderberg. Et en passant par EADS. Là, on est dans le complot international. Franchement, Pascal Richet est un journaliste indépendant qui a fait ses preuves pendant des années à Libération et qu'il est fait aujourd'hui à Rue 89. Le capital de Rue 89 est totalement transparent. L'identité de tous nos actionnaires est précisée sur le site. Il n'y a pas de grands groupes, il n'y a pas de fonds d'investissement obscurs. Et les fondateurs du site sont majoritaires dans le capital. Donc on est d'une transparence absolue. Et l'intégrité intellectuelle et morale de Pascal Richet est au-dessus de tout ce moi je ne parle pas de l'actionnariat. Le fait qu'il ait participé aux activités de cette fondation n'en fait pas un agent de la CIA. Il n'a pas participé, il a le statut de Young Leader lequel qu'on obtient au terme de sélection drastique d'exit de la fondation. Non, mais attendez, vous savez ce que c'est que cette fondation? C'est la fondation de l'amitié franco-américaine. Oui, mais ça veut dire qu'il a participé à 14 colloques de réflexion entre des Français et des Américains sur la marche du monde. Et tout ça est transparent, tout ça est sur Internet. Il n'y a rien de sinistre. Pardonnez-moi, nous avons monté depuis début 2007, on a monté 30-40 débats sur les sélections américaines avec eux, et j'ai l'impression qu'on était toujours libre et indépendant pour monter. Non, mais ce que moi j'insistais sur le fait justement, comment dire, par exemple, réclamer un statut d'indépendance tout en ayant un Young Leader dont la fondation est financée par EADS et la Banque Rothschild d'Europe, c'est la question que je pose. Non, mais c'est ça en fait. Au fond de la question, c'est un rappel un peu Coluche à l'époque, est-ce qu'il faut la même chose blanc et blanc? Moi je vous ai donné une réponse, vous regardez le capital du site. EADS ne fait pas partie du capital du site. Aucun des grands groupes de médias français ne fait partie du capital du site. Et je peux vous dire qu'on a constitué notre capital de manière à préserver notre indépendance. Ensuite, vous pouvez aller fouiller dans les poubelles du passé de chacun d'entre nous. Je ne pense pas que vous y trouverez de choses accablantes. Le fait d'être un young leader de cette fondation ne fait pas de Pascal Richet quelqu'un de soumis à la pensée de l'impérialisme américain. Justement. Quand il y a des groupes de réflexion, des fondations comme ça, comme par exemple la Fondation franco-américaine ou d'autres comme Bilderberg, est-ce que vous trouvez que le fait que personne n'en parle, qu'il y a un tel mélange des personnalités des médias, de la politique, de la finance, parce que c'est une bonne légende. Vous savez, il y a un site internet qui est très facile d'accès. Vous tapez French American Foundation, je suis déjà allé voir. Vous trouvez toute l'information. Non, je crois que leur rôle, c'est pas tellement de faire une intense propagande. C'est-à-dire il y a des échanges, mais il n'y a pas de consensus sur des sujets. Ah si, au contraire, on se retrouve sur bien des sujets. L'idée, c'est de promouvoir l'amitié entre la France et les États-Unis. C'est ça, à part en se connaissant un petit peu mieux. On aimerait savoir votre avis justement parce que quand on voit la Fondation franco-américaine, on voit que parmi les Young Leaders, il y a divergents de divers partis, droite, gauche, on voit des patrons de presse, des journalistes divers. Et on aimerait savoir votre opinion en fait, trouvez-vous pas que le fait qu'il y ait des groupes de réflexion, des fondations comme ça qui fassent des rapports importants,
qu'en fait qu'il y ait des diverses personnalités en fait clés du système, qu'elles soient médiatiques, politiques, financières, et qu'il y ait des discussions à huis clos, et qu'aucun média ne parle de ces médias-là, de ces fondations, pardon. Est-ce que vous trouvez que cela menace un peu la démocratie, qu'il y a un tel mélange des pouvoirs avec des groupes dont on n'entend jamais parler? Écoutez, moi je ne trouve pas que ce soit un lieu où il y a une cohésion, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de désaccords. Moi je me souviens m'être engueulé avec des gens là-bas. Il n'y a pas de cohésion, parce que ce n'est pas des gens qui s'entendent, on a des désaccords énormes. Moi je me souviens, j'ai expliqué à Ezra Suleiman, qui est professeur à l'université de Princeton, tout ce que je pensais du scandale de l'administration Bush. Donc c'est quand même dur. Donc moi, si vous voulez, je ne considère pas qu'il y ait des rapports de solidarité, il y a des rapports de confrontation intellectuelle. France-Amérique, et droite-gauche française, droite-gauche américaine, droite-gauche américaine et française. Donc il n'y a pas de cohésion. Ça n'existe pas, c'est un réseau de gens qui sont connus, qui ont été mis en face, mais enfin, bon, sans plus, quoi. Donc ne croyez pas, il y a beaucoup de fantasmes là-dessus, mais franchement, il y a des désaccords. Moi, vous savez, je suis plutôt anti-bouchiste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand vous avez un ministre de Bush, ça se passe pas très bien, mais en même temps, c'est normal. Ça reste correct. Vous ne trouvez pas notamment qu'il y a un consensus dans ce groupe, notamment sur la question mondialiste, avec le fait que quasiment tous les young leaders, une très grande majorité en tout cas, soient acquis à la cause européenne, que ce soit... Bon, il y a une très grande diversité, d'opinions, justement. Il y a eu aussi à une certaine époque, il y avait Bill Clinton qui a fait partie. Il y a des sensibilités très différentes, et du côté français, il y a des gens de gauche et des gens de droite. Donc c'est pas une institution politique. Parce que quand on voit la relation avec la Fondation procureur américaine, on le ressent dans les écrits de 89, parce que ce même Pascal Richer en personne... Je pense que vous parlez du 11 septembre, j'imagine. Ah voilà, exactement, j'y viens. D'accord, on y vient, donc on est dans le complot. Non, mais je veux dire, comment est-ce qu'un young leader de la Fondation puisse prendre position pour casser, entre guillemets, les méchants conspirationnistes? Parce qu'il a été pendant 5 ans correspondant de Libération à Washington, et notamment pendant la période du 11 septembre. Que c'est quelqu'un qui connaît la politique américaine et cette affaire du 11 septembre sous tous ses angles, et que c'est un grand professionnel qui a fait son boulot. Maintenant, je comprends que ça ait déplu à ceux qui veulent défendre l'idée qu'il y a un grand complot international derrière le 11 septembre. Mais les complots font partie de l'histoire. Oui, bien sûr. Les taux ne sont jamais tombés, en fait. Monsieur Katsouras, je vous demandais par rapport aux attentats du 11 septembre. L'année dernière, dans le JT du 9 septembre, vous avez présenté les gens qui veulent la vérité sur les attentats et qui démontent la télé officielle comme des méchants conspirationnistes. Vous n'avez pas subi de pression pour dire ça? Parce que depuis le 11 septembre 2001, tout ce qu'on a, c'est des mensonges. Est-ce qu'il n'y a pas des gens pour relayer les mensonges de la thèse officielle comme vous à la télé? On n'aurait pas 8 ans de mensonges. Ces livres pour faire un débat. Ça fait 8 ans de mensonges. Vous laissez les gens venir nous faire signer des livres, merci. Dire que les attentats n'ont pas existé, c'est votre opinion. On n'a jamais dit ça qu'ils n'ont pas existé. À quel moment j'ai dit ça, monsieur Wallace? On n'a jamais dit qu'ils n'ont pas existé. Donc vous voyez bien, vous racontez n'importe quoi dès qu'on parle de la thèse officielle. Non, monsieur, moi je viens parler. Monsieur, poliment avec vous, monsieur, s'il vous plaît. Non, mais monsieur, s'il vous plaît, il y a des gens qui attendent. Dans le reportage, vous avez dit que les gens faisaient la négation du Pentagone, la négation de l'attentat. Et les gens, ils nient pas l'attentat, ils disent qu'il y a une complicité interne. C'est quand même différent. Parce que les gens, ils se font insulter de conspirationnistes. Ouais, messieurs, il y a des gens qui attendent pour faire signer des livres, s'il vous plaît, monsieur. Non, mais juste sa réponse. Non, mais il y a plein de gens derrière qui attendent. Vous n'allez pas squatter pendant 1 heure. Juste une heure de mensonge, c'est trop. Évidemment, il va falloir faire votre boulot de journaliste. Il va falloir faire du journalisme d'investigation. Ouais, monsieur, s'il vous plaît. Du journalisme d'investigation. Semblant de ne pas nous voir. Si vous voulez débattre tranquillement. Nous, journalisme d'investigation. Nous, on veut du journalisme d'investigation. Merci quand même, merci. Non, on veut juste une neutralité. On veut juste des journalistes. Ici, c'est une librairie, d'accord? Mais non, mais squattez pas pendant 1 heure. On veut juste une neutralité sur le terrorisme international. Vous, ce que vous estimez être une neutralité, c'est pas ce qu'estime votre voisin. Chacun a son opinion, et c'est tant mieux comme ça. Je vais juste taper avec ton livre à toute vitesse, parce que tu vois, c'est assez chaud. Alors, il y a eu France 5 là, qui a donc donné l'information, transmis l'information, c'est qu'on a retrouvé, selon leur dire, de la thermite, qui est un explosif, dans les tours du World Trade Center, excusez-moi. Donc, ils remettent pas en cause le crash des avions sur les 2 tours, qui a été bien vu par tout le monde, mais qu'il y avait au préalable cet explosif de la thermite. Donc, qu'est-ce que vous en déduisez? Non, mais moi, je vais vous dire, je mets ce qui est fondamentalement faux,
contre toutes les thèses complotistes et négationnistes qui aujourd'hui donc font recette aujourd'hui, pour des raisons X, Y ou Z. Le problème du World Trade Center du 11 septembre était un problème malheureusement d'Al-Qaïda, et comme je le dis dans le livre, on voit les prémices de cette menace dès 94-95. La seule chose, c'est que l'ensemble des pays concernés, probablement à l'exception de la France, n'ont pas été en capacité, voire même certains autistes, à la montée de cette menace qui a culminé le 11 septembre, mais le 11 septembre, c'est la résultante de ce phénomène, mais c'est pas un événement accidentel, c'est pas un événement, un complot. Il s'inscrit dans une évolution historique qui perdure aujourd'hui avec des phénomènes qui sont autrement plus complexes que ceux de 2001. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Ben Laden n'est pas recherché pour l'attentat du 11 septembre par le FBI? Non mais attendez, Bin Laden est bien sûr Oussama Bin Laden est recherché. Pas par le FBI. Non, il est recherché par tout. Non, le problème de Bin Laden, c'est que le problème de savoir aujourd'hui si Oussama Bin Laden est un personnage est-ce qu'il est en vie ou est-ce qu'il n'est pas en vie? Première question. Moi, je ne peux pas vous donner une réponse. Je pense qu'il l'est, mais j'en suis pas certain. Et s'il l'est, je pense que la problématique de Bin Laden, il est dans le Waziristan. Bin Laden, en France, nous, on l'avait recherché, mais d'une façon très indirecte, parce qu'on a au titre d'une nation de malfaiteurs, mais pas sur une implication directe dans les attentats. En fait, j'ai remarqué quand même qu'il y avait un traitement particulièrement orienté et malhonnête de tout ce qui traite au 11 septembre. Et notamment tous les gens qui formulent des critiques directes sur la thèse officielle sont systématiquement taxés de conspirationnistes, de négationnistes, alors qu'aujourd'hui, on est en 2009, tous les gens qui ont fait des études un peu sérieuses sur le sujet savent, preuve à l'appui, que la thèse officielle ne tient pas. Que les tours ont subi des démolitions contrôlées. Mais c'est surtout que ça ne se discute pas dans les médias de masse. Et je veux dire, on a l'impression que le journalisme d'investigation a complètement disparu depuis le 11 septembre. On a publié plusieurs articles, publiés par des analystes américains. Moi, par exemple, le complot du 11 septembre n'aura pas lieu. Scepticisme, occultisme, et c'est 4 pages de moquerie et de dénigration. Sur les gens qu'on fait un boulot sérieux pour débouter la thèse officielle. Ça, je ne l'ai pas inventé. Je l'ai imprimé, ça vient du monde diplomatique. Sûr, tout à fait, vous avez raison. Moi, ce que je voudrais savoir... Vous savez qui est Cockburn? Moi, ce que je voudrais savoir, c'est où est passé le journalisme d'investigation depuis le 11 septembre 2001. Où tous les gens qui ne sont pas d'accord avec la thèse officielle... Elle est dominante sur Internet. Mais elle n'est pas dominante que sur Internet, monsieur. C'est les familles de victimes qui demandent une réouverture de l'enquête depuis 8 ans. Ça n'avance pas. Je ne dirige plus le monde diplomatique. Alors adressez-vous au directeur du monde je veux dire, en tant que journaliste, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Votre opinion à vous? Que les thèses que vous défendez me paraissent pas sérieuses. Voilà qu'est-ce qui n'est pas sérieux alors dans les gens je ne veux pas me lancer dans un débat. Oui, mais dites-moi qu'est-ce qui est pas sérieux. Vous me demandez ce que j'en pense. Je vous dis, c'est pas sérieux. Qu'est-ce qui n'est pas sérieux? Ça me paraît pas sérieux, c'est tout. Mais sur la base de quoi, monsieur Ramonet? Sur la base de beaucoup d'éléments qui sont là, par exemple, dans ce que dit Cockburn. Quel élément? Trouvaison? Oui. C'est un tissu de conneries sur 4 pages. Alors donnons-nous rendez-vous, on discute, mais maintenant, pour l'instant, on essaie écoutez, rendez-vous sera pris quand vous voulez, monsieur Ramonet. Très bien. Et on en discutera. Voilà, très bien. Merci. Plusieurs milliers de jeunes dans les rues. En effet, à la fin de la manifestation, un petit groupe emmené par la CGT des agents territoriaux s'est dirigé vers l'avenue d'Enfer Rochereau et s'est donc tout naturellement retrouvé bloqué par les CRS qui avaient établi un périmètre de sécurité. Et pas vraiment d'incident, mais en effet, un face-à-face tendu entre ces manifestants et les forces de l'ordre. C'est alors qu'un autre cordon de sécurité est venu prendre en tenaille un petit groupe de manifestants engagés dans cette avenue. Quelques jeunes ont pu s'échapper, mais une cinquantaine de personnes est toujours bloquée entre les CRS. La situation est un peu électrique, mais calme pour le moment. Julien Delage, en direct de la place d'Enfer Rochereau. La destruction des 2 tours pose beaucoup de questions scientifiques, d'experts. Il y a des rapports et des comités qui se sont créés aux États-Unis, d'ingénieurs par exemple, qui remettent en cause la version officielle
qui est véhiculée par le gouvernement américain. Je crois qu'il faut être réaliste. Faut pas tout mélanger. C'est un fait objectif qu'il y a eu 2 avions qui se sont plantés sur les tours jumelles. C'est pas un montage. En cause, bien sûr. Bon, alors arrêtons. Alors il faut savoir qui était dans les avions, pourquoi ça a été fait, quel était l'objectif. Que ce résultat ait été attendu, peut-être pas. Aujourd'hui, effectivement, je pense qu'un des gros problèmes aujourd'hui qui est en train de se faire, dont vous ne parlez pas, c'est le problème des constructions. Et qu'aujourd'hui, on se rend compte, à cause de ça, que l'ensemble des constructions sont extrêmement vulnérables. Ça veut dire que si on a un incendie dans une tour, même en France, arrivé à un certain nombre de degrés, on a un risque donc d'effondrement, ce qui n'était pas anticipé. Non, les structures du 11 septembre n'étaient pas faites pour s'effondrer. Elles n'étaient pas faites pour résister à un impact d'un Boeing 737. Donc, si vous voulez... Moi, je vais vous répondre sur la deuxième partie. Il y a des scientifiques qui ne sont pas d'accord avec vous. Bonjour à rue 89. Si vous voulez qu'on parle du 11 septembre, je vous parle... c'est pas le 11 septembre. Non, mais moi je vais parler du contenu. Je vais parler du contenu qu'il y a dans rue 89. Jusqu'à hier, je ne connaissais pas rue 89. Et en matière de médias indépendants, j'avoue que j'ai habituellement des sources un peu plus riches en informations. Oui, mais à ce moment-là, maintenant, on va parler... C'est quoi la question? La question, elle est très simple. Est-ce que vous trouvez qu'on fait un travail de journaliste sérieusement quand on affirme dans un article la chose suivante, complètement aberrante, que le rapport de la commission d'enquête du 11 septembre est le travail à ce jour le plus sérieux sur les attentats armés? C'est un tissu de conneries. Oui, au fait... Alors, je vais vous expliquer une chose. Je vais vous expliquer une chose parce que vous avez quand même dit avoir travaillé avec une trentaine de journalistes pour faire un soi-disant travail d'investigation sur les attentats du 11 septembre et parler de ce... Vous savez, les gens... Les conspirationnistes... Mais on n'a jamais marché sur la Lune non plus. Non, vous mélangez tout et ne tournez pas en ridicule des gens... Vous tournez en ridicule des gens qui ont fait des recherches sérieuses pendant des années sur les événements du 11 septembre et qui ont démonté la thèse officielle point par point. Aujourd'hui, il y a des associations de familles de victimes. Il y a des associations... C'est pas les sujets, on sait tout ça, il y a des intellectuels qui ont battu en brèche mais vous savez, et qui l'ont démonté. Mais écrivez un livre, en fait, vous êtes très efficace pour prendre le contrôle d'un débat. Tout ce que vous avez fait, vous, à rue 89, ainsi que l'ensemble des journalistes de ce pays, c'est de se coucher comme des toutous devant la version. Mais c'est là où le web, c'est très bien, vous avez un site formidable. Donc voilà. Pendant des années, vous avez fait de la désinformation. Et aujourd'hui, il y a des centaines de commentaires. C'était pas de commentaires sur le site de Reopen 9/11, etc. Malhonnête. D'accord. Moi, je vous accuse de malhonnêteté intellectuelle. D'accord. Mais on est peut-être malhonnête, mais on vous a laissé la parole sur le site. Parce qu'il y a des centaines de commentaires laissés par des gens qui défendent votre thèse, qui ont pu répondre point par point à tout. Mais si, c'est pas votre thèse, c'est quoi alors? C'est pas ma thèse. Vous avez un site par ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que nous serions malhonnêtes si on n'autorisait pas les commentaires sur les articles auxquels vous faites référence. Il se trouve que si vous allez sur ces articles, vous avez des centaines de commentaires qui répondent point par point. Il a eu même... S'il vous plaît, on vous a laissé parler. S'il vous plaît, vous asseyez. C'est un travail malhonnête, ce que vous avez fait. C'est de la malhonnêteté journalistique. Et en plus, c'est du mensonge. Vous voulez que je dise ça, c'est ce qu'il y a sur votre site, ça. Signé Pascal Richer. Signé Pascal Richer. Vous asseyez, s'il vous plaît, sinon on va vous faire un sort. Moi, ça fait des années que je fais un travail de documentation sérieux sur ce sujet. Et au bout d'un moment donné, il faut appeler des menteurs. Et moi, je suis ici pour dire que vous êtes des menteurs. Et votre soi-disant travail soi-disant travail d'investigation sur les attentats ne vaut rien. Mais s'il vous plaît, on va se laisser la parole. Personne n'a comploté contre vous là. Ah, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais j'ai encore vous l'avez dit, alors. Est-ce qu'il y a... Pardonnez-moi. J'ai encore d'autres choses à vous dire. Il y a peut-être d'autres personnes qui veulent parler. D'accord. Tu veux bien? C'est très bien que de temps en temps, il y ait des gens qui viennent vous dire la vérité en face. Il y a des plein de vérités. Vous savez... La vérité, c'est que on veut bien. S'il vous plaît, ne les relance pas. Vous avez d'autres questions concernant les sujets, mais ce n'est pas un sujet de rencontre sur le 11 septembre, on en a fait beaucoup d'ailleurs. On en a pas fait assez. Et Alexis?
Allez-y, monsieur. Allez-y. Bonjour. Salut. Ça va bien? Oui. J'aurais quelques questions à vous poser. Donc, vous avez participé en 2006, si je ne me trompe pas, au forum Bertelsmann, de la Fondation Bertelsmann. Oui, c'est possible. Votre nom figure dedans. Donc, quel rôle joue cet institut en fait dans l'Union européenne? C'est que je n'ai pas de relation particulière avec cette institution, donc pas de connaissance particulière en ce qui concerne ce... Donc vous savez pas en gros, donc vous y êtes juste allé une fois, donc vous savez pas... Moi j'étais invité, donc je pense que j'ai dû participer à un colloque ou à une réunion. Mais monsieur, comme dit, quand même, le projet régionaliste est quand même soutenu largement par Bruxelles, par la Fondation Bertelsmann et par aussi les Verts européens. Monsieur, nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Non, mais c'est pas une... Arrête, c'est complètement désuet. Quand tu me parles comme ça, tu vas pas faire un jeu. C'est les banquiers et les lobbies qui décident de la politique de l'Europe. C'est les banquiers. C'est la Fondation Bertelsmann, c'est pas les peuples, faut arrêter, c'est Bilderberg et compagnie. C'est les banquiers et les grands lobbies industriels qui dictent la politique de l'Europe. Mais c'est un député européen. Mais il est bien placé pour nous parler de lobby, il est en plein dedans, lui. Demande ici, place de la République, la circulation, ça y est, a été bloquée aux véhicules et désormais ce sont les camions et les ballons qui ont pris la place ici des véhicules. Alors évidemment, il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de représentants syndicaux, il y a aussi de plus en plus de lycéens et la manifestation, vous l'avez dit, va démarrer dans une heure. On pense qu'il y aura évidemment plus de monde encore. Et à l'instant, le secrétaire général de Force ouvrière. Est-ce que ce terme vous inspire quelque chose, nouvel ordre mondial, ou vous n'avez pas? C'est un très beau terme. Ouais, quelle est votre définition nouvel ordre mondial? Qu'est-ce que ça référence? Nouvel ordre mondial, on en parle depuis les années 70. Ouais. Et nouvel ordre mondial, ça passerait bien entendu par un monde plus juste du point de vue économique, des Nations Unies réorganisées, organisées autrement. L'ONU ne correspond pas à l'ordre mondial réel, et donc un monde qui ne serait pas monopolaire ou unipolaire et multipolaire. Donc l'ordre mondial, c'est un vieux concept, et aujourd'hui il faudrait que ce soit de nouveau un chantier. Est-ce que ça a rapport avec une gouvernance mondiale pour vous ou pas du tout? Mais la gouvernance, vous savez, c'est un concept américain. Donc déjà parler de gouvernance, c'est s'inscrire dans une démarche conceptuelle un peu à l'américaine. La gouvernance, c'est il faut que les pays soient gouvernés comme des entreprises. C'est ça que ça veut dire la gouvernance. Et les entreprises, vous voyez comme elles se cassent la figure. Alors on ne veut pas de cette gouvernance-là. Dernière question. Bonsoir. Jacques Adélie, bonsoir. On vous entend souvent en fait, parler de gouvernance mondiale, notamment dans votre ouvrage Une brève histoire de l'avenir, quand vous dites également à la fin, quand il y aura la mise en place d'institutions européennes, apparaîtra la nécessité d'un gouvernement mondial, et vous qualifiez cela en fait d'hyperdémocratie. Vous dites que s'il n'y a pas de gouvernement mondial, on peut parler d'hyperdémocratie. Et moi, la question que je me pose, quand on se renseigne sur le mondialisme, on voit que l'Union européenne s'est mise en place... Attends, c'est pas grave, je peux répondre. Non, mais c'est lié. Et on voit que justement que l'Union européenne a été construite tout d'abord sur la base d'accords commerciaux, ça s'est transformé en accords économiques, après une institution violant la souveraineté des nations. Après, il y a eu le traité de Lisbonne où les peuples... Oui, justement, il y a eu le traité de Lisbonne, qui a été ratifié alors que les peuples l'avaient refusé. Donc moi, la question que je me pose, où est-ce que vous voyez vous-même l'hyperdémocratie avec... Ça ne s'agit-il pas plutôt d'une hyperdictature? Merci. Merci de votre question. Donc, sur la question européenne, je suis un peu perplexe, notamment après la ratification du traité de Lisbonne. Où, je ne sais pas si vous vous rappelez, le peuple français avait refusé. Ah non, mais moi je suis tellement con, c'est scandaleux. Et il a clairement été ratifié. Quelle est la légitimité du coup de la Commission européenne? Je pense qu'on peut discuter de savoir si on a eu raison ou pas de faire un référendum, mais à partir du moment où on en a fait un et que le Nord a gagné, on ne peut que faire un nouveau référendum. Je pense que faire approuver en catémini quelque chose que le peuple avait refusé, je pense que j'en le dis d'autant plus que j'avais voté oui.
Alors en plus, oui, mais c'est scandaleux. Le peuple a voté non, on doit respecter, il doit revoter, on ne doit pas faire passer en catéministre qu'il a refusé. D'allure en cours de journée, en cours de matinée, il y a d'abord eu beaucoup d'étudiants qui étaient très déterminés avec les lycéens, les collégiens à leur côté, déterminés à faire entendre leur voix. Et petit à petit, bien dans ce cortège, ce sont des travailleurs, des représentants CGT cheminots, notamment des enseignants qui sont venus grossir la contestation et protester donc devant les grilles du Sénat, devant cet endroit où les sénateurs devraient voter peut-être demain, en tout cas avant la fin de la semaine probablement, le projet de loi de réforme des retraites. Des cortèges donc... Vous êtes une personnalité convaincue pour la cause européenne. Et on aimerait en fait savoir avoir votre position, notamment après le dîner démocratique du non français pour le traité européen, qu'il y ait eu la ratification du traité de Lisbonne, et notamment qu'il y ait eu le jeu abstentionniste du PS qui a permis de faire passer le oui qui n'était pas non plus majoritaire. On aimerait savoir votre avis sur la légitimité démocratique de l'Union européenne. D'abord, moi je pense que... D'abord, moi je me suis pas abstenu, moi j'ai voté contre. J'ai voté non. Ah, j'avais lu sur... Ah non, non, j'ai voté non au traité de Lisbonne à Versailles. Ouais. Bon, donc moi, je n'ai jamais changé de position, je ne change pas de position. D'accord. En revanche, la question de la démocratie en Europe est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui, pour moi, de démocratie digne de ce nom. La Commission devrait être responsable devant le Parlement dans des proportions beaucoup plus importantes. Le Parlement européen devrait avoir des partis européens. Hein, ce qui est un peu le cas, mais devant les électeurs, il faudrait se présenter sur des listes transnationales. Voyez. Et il faudra avoir des programmes européens. Merci. Bonjour Monsieur Attali. Votre hyper-démocratie, en fait, c'est l'hyper-dictature. La puce RFID et le monde orwellien, on n'en veut pas. Moi, j'ai pas envie de vivre dans un monde à la Aldous Huxley. Si un jour on vit dans une hyper-dictature, ce que vous appelez votre hyper-démocratie, avec un gouvernement mondial, eh ben nous, on n'en veut pas. Nous. Et vous faites l'apologie du pire des mondes, Monsieur Attali, depuis des années. Et c'est ça la vérité, c'est que votre monde, on n'en veut pas. On ne veut pas de votre super démocratie, Monsieur Attali, parce que c'est la super dictature que vous nous vendez. Il a raison. Voilà. Merci. Votre hyper démocratie, vous la gardez, Monsieur Attali. La puce RFID dans le cul dès la descente. C'est ça votre hyper démocratie. Eh ben vous allez vous la tatouer vous-même, la puce RFID. Hein? L'eugénisme, ça vous plaît ça, Monsieur Attali, l'eugénisme? Bah votre monde, on n'en veut pas. Et nous, on ne laissera pas faire un monde comme vous rêvez, Monsieur Attali. Parce que votre monde, c'est celui des banquiers. Tout ça recouvert par un c'est celui des Rockefeller. C'est ce monde-là que vous rêvez, Monsieur Attali. C'est le monde que rêvent les banquiers. C'est ce monde-là, Monsieur Attali, dont vous faites l'apologie. Monsieur, on a compris. Vous faites l'apologie des pires horreurs, Monsieur Attali. Parce que la vérité, c'est que votre pensée, c'est pas une vraie pensée. C'est de la propagande. C'est de la propagande du pire des systèmes. Et si un jour on vit dans la pire des dictatures, ce sera à cause de gens comme vous, Monsieur Attali. La démocratie, c'est de laisser parler les autres et ceux qui veulent la démocratie, c'est de dire aux gens, qu'ils propagent une pensée qui est éminemment dégueulasse. Il y a peut-être quelque chose à dire, il faut le laisser répondre. Monsieur Attali, votre pensée, elle est à gerber. Dites-le qu'au moins que vous défendez les pires idées, vous pouvez envoyer vous serez cohérent avec sur le blog de M. Attali, vous pouvez envoyer. Avouez, M. Attali, vous rêvez d'une grande dictature à l'échelle du monde, M. Attali. Vous voulez un grand camp de concentration pour mettre tous les humains dedans. C'est ça votre monde, M. Attali. Un grand camp de concentration déguisé en Disneyland. C'est ça que vous nous... C'est ça l'avenir que vous nous réservez, M. Attali. Bonjour, on a juste quelques questions à poser. Dans votre journal télévisé du 10 juin 2008, vous avez notamment, c'était en pleine période du vote irlandais, où vous avez dit à propos du vote qu'une certaine méfiance avait remplacé la reconnaissance à propos des subventions européennes qu'avait obtenues l'Irlande. Et nous, la question qu'on se pose, c'est est-ce que sous prétexte qu'ils ont reçu des subventions, ils doivent obligatoirement voter oui à l'Europe? Et on n'a pas forcément reconnu une neutralité journalistique durant le reportage qu'elle est faite là-dessus. Est-ce que vous avez subi des pressions pour dire ça ou... Non? J'ai pas subi des pressions pour dire ça. Et je pense pas d'ailleurs que c'était le sens de ma phrase. Non, mais on a bien vérifié le reportage hier soir. Je pense pas que le sens c'était voilà comment doivent voter les Irlandais. Je pense simplement que si
un peuple a peut-être un rapport compliqué avec l'Europe, les vrais de sel, ça va pas encourager l'adhésion à ce que propose celui qu'on trouve. Oui, mais après, c'est bien ou c'est mal, chacun son idée. C'est pas à moi d'en juger. Mais voilà, effectivement, je pense que ce n'est pas de nature à favoriser l'adhésion de ce que c'est. J'ai dit que il faut qu'on imagine et qu'on construise une société complètement différente. C'est-à-dire que la société c'est un type de société qui est en train de s'écrouler aujourd'hui, une société qui a mis l'argent et le profit au centre de tout, elle est en train de s'écrouler. De la même façon qu'une société qui, il y a 20 ans, avait mis l'État au centre de tout, s'est écroulée aussi. Et qu'il faut inventer et construire un nouveau type de société complètement différent qui remette l'homme au centre dans sa dimension individuelle et collective. Et ce que je dis, c'est que si on ne le fait pas, les gens qui retirent qu'il faut mettre les tribus au centre, la race au centre, le sang au centre, vont finir par être entendus. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Voilà. C'est toujours les mêmes qui s'expriment, attendez, c'est matin, midi et soir dans les médias, Attali. On a marre, dans Paris Match. Le peuple peut s'exprimer un petit peu ou pas? On est au Salon du Livre, c'est un espace démocratique et public. On a payé pour parler à M. Attali. Il ne peut pas nous répondre. Non, non, M. Attali a tribune dans Paris Match, depuis 30 ans maintenant, il y en a marre. C'est le démagogue des banquiers d'Attali. Gouvernement du peuple. Mais il quitte les émissions en plein milieu. C'est pas normal. Il n'a pas l'habitude d'être contesté. Il a l'habitude qu'on lui lèche les pieds, qu'on lui fasse des baise-mains. Amenez quelqu'un qui lui lèche les pieds, je leur donne. Ça fait 30 ans qu'il pollue la vie intellectuelle de ce pays. Mais il n'y a personne qui ose lui dire en face. Ça fait 30 ans que votre pensée nauséabonde empeste la vie intellectuelle de ce pays. On n'est pas quelqu'un, on vous parle. Ouais, c'est vrai que vous avez l'air d'être le peuple. Vous êtes l'invité de tous les plateaux télé. La blague. On veut votre avis sur tout, monsieur Attali. C'est lui qui nous casse les pieds, il y en a marre. Aliou, l'hyper démocratie, c'est ça qu'on demande. Aliou, avec le Fredrickson, c'est la question qu'on pose. Je ne peux pas répondre. Aliou, l'hyper démocratie. C'est pas aujourd'hui, c'est pas le cadre. C'est pas le cadre. C'est un forum d'échange, c'est un salon du livre, ils échangent avec beaucoup de gens. Juste, où est l'hyper démocratie avec le traité de Lisbonne? C'est la question qu'on se pose. Oui, parce qu'ils sont très nombreux derrière. Amenez quelqu'un qui est d'accord avec M. Attali. Moi, je suis d'accord. Alors parlez-lui. Oui, monsieur. Peut-être qu'il va vous répondre. Écoutons. Merci, monsieur Attali. Ce que vous faites encore. Pas qu'on suspend. Apologie de ça veut dire comment on fait? Non, vous revenez à... Non, vous voulez voir, vous pouvez en tenez. Quoi? Les manifestants qui tentent bien mobiliser aujourd'hui très largement pour tenter de peser sur cette réforme. Mardi prochain, il y aura une nouvelle mobilisation, la veille de l'examen au Sénat, du vote au Sénat du projet de loi de réforme des retraites. Benoît Petit en direct donc de la place de la République, notre fil rouge tout au long de cette journée. On retrouvera Céline Bruel également. Bonsoir. Alors l'idée de lancer un grand emprunt national pour financer éventuellement des solutions d'avenir pour relancer la croissance, on pourrait dire que sur le papier, ce n'est pas une trop mauvaise idée, mais finalement, dans un contexte de récession généralisée, d'effondrement de l'économie provoqué par des bulles spéculatives, et finalement, on comprend bien que finalement, ceux qui mènent le jeu au niveau de l'économie, ça n'est pas les hommes politiques qui sont finalement mis en avant comme les donneurs de solutions. Ceux qui font l'économie, ceux qui l'effondrent ou qui la font redémarrer en appuyant sur les manettes, c'est la grande finance. Et vous n'avez aucun contrôle sur la grande finance. Et des bulles spéculatives de 700 milliards de dollars par-ci, 800 milliards de dollars par-là, et tous les milliards qu'on a été donnés aux banques pour couvrir les risques. Votre question. Hein, eh ben, la question, c'est très simple. Face à tout ça, le grand emprunt, qu'est-ce que ça pèse ? Vous n'allez jamais rien relancer avec votre grand emprunt. Monsieur Juppé. Vous allez juste mettre une couche de peinture sur une crise qui s'aggrave de jour en jour. Non, je partage tout à fait votre sentiment sur les vrais enjeux, sur la crise, sur les extravagances de la finance internationale. Tout ça, c'est tout à fait vrai. Un de mes auteurs préférés, c'est le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz,
J'ai beaucoup aimé son avant-dernier livre qui s'appelle « Un autre monde contre le fanatisme du marché ». Il vient d'en sortir un autre que je n'ai pas encore lu qui s'appelle « Le triomphe de la cupidité ». Bon. Donc là-dessus, moi je suis tout à fait en phase, bien entendu. Et je suis profondément choqué quand je vois des banques qui étaient au bord de la faillite il y a 2 ans accumuler aujourd'hui des milliards d'euros ou des milliards de dollars de bénéfices et distribuer des bonus tout à fait extravagants. Monsieur Hollande, oui, vous ne croyez pas qu'on devrait redonner l'autorisation à l'État de battre monnaie pour éviter d'avoir à rembourser avec des intérêts aux banques privées? Ça a un moment existé, hein. Philippe Lebel il faisait ça. Oui, mais la dette ne fait que... Pompidou, il le faisait aussi. Pendant les 30 glorieuses. Pour la création monétaire. Mais ça, on ne peut plus. Mais pourquoi la dette ne fait qu'augmenter depuis ce moment-là? La dette ne fait qu'augmenter depuis ce moment-là, puisqu'on rembourse avec des intérêts. Ah bah oui, mais avant, vous aviez une monnaie qui s'appelait le franc, vous aviez une banque qui s'appelait la Banque de France, qui pouvait éventuellement faire des avances directes au système bancaire, créer de la monnaie et même refinancer la dette. Ah ben ça, il faut... Pourquoi avoir privatisé les banques? D'avoir privatiser les banques. Non, ça, ça n'a rien à voir avec battre monnaie. On peut toujours prendre une participation publique. Ce que j'ai dit, c'est qu'on aurait dû le faire dans la période où elles étaient en situation de faiblesse. Ça nous aurait coûté peu cher et ça nous aurait porté beaucoup. Monsieur Juppé, vous disiez ne pas savoir d'où pouvait venir l'argent, mais alors pourquoi ne battons pas simplement monnaie comme on le faisait avant la loi Pompidou-Giscard? La loi Pompidou-Giscard qui interdit à l'État français de battre monnaie en l'obligeant à emprunter... Battre monnaie comme ça pour créer de la monnaie sans aucun... Ils en avaient le droit avant. Ça s'appelle l'inflation et on sait où ça mène, hélas. Mais les banques, dans le mur. Fabriquer sa propre monnaie, ça permet de ne pas payer d'intérêt. Et entre 1980 et 2008, on a payé 1300 milliards de dollars d'intérêt. Alors enfin, il y a de l'inflation après. Hein. 1300 milliards de dollars d'intérêt. Je voulais savoir si vous aviez entendu parler de la loi de 1973, de la loi Pompidou-Giscard d'Estaing. C'est un sujet très intéressant. Je pense que maintenant cette loi est passée au niveau européen. Je pense que c'est un vrai débat qu'il faut avoir. Je pense qu'il faut sans doute la remettre en cause donc à l'échelle européenne. Et vous en avez parlé dans votre rapport parce que vous n'avez pas lu. Pourquoi vous n'en parlez pas? Non, parce que c'est un sujet important. C'est peut-être un peu trop précoce aussi pour en parler. Je pense que d'abord je ne pense pas que j'aurais eu un consensus dans la commission. Moi je pense que c'est un sujet qui mérite qu'on y réfléchisse. Parce que la Banque centrale donne de l'argent aux banques, ensuite on reprenne à l'État plus cher. Là il y a un profit qui va aux banques. C'est pas normal. Notamment Herman Van Rompuy qui se remplit entre guillemets les poches en ce moment par rapport à la Banque Centrale Européenne. Comme ils ont fait avec la Fed aux États-Unis, vous me direz, c'est le même délit d'initié, c'est le même type d'escrocs qui sont au pouvoir au niveau de ces banques. Donc, ouais. Je vous invite à continuer à en parler. Parfait. Et nous vous invitons aussi à en parler à la télévision. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le faire? Je l'ai fait déjà en disant qu'il fallait qu'on en débatte. Je l'ai fait à 2 reprises dans des articles. Je compte le refaire. Et donc vous êtes bien d'accord qu'avec ça, ça fait que les États en fait en sont en quelque sorte dépendants des marchés financiers, de l'oligarchie financière pour financer toute politique sociale en quelque sorte. Enfin, il ne faut pas caricaturer comme ça, mais disons que ce système permet aux banques de faire un profit qui normalement devrait à l'État, et donc au contribuable. Voilà. Donc les intérêts sont beaucoup trop élevés, quoi. C'est ça. Alors que les banques peuvent emprunter gratuitement à la Banque centrale. C'est ça, voilà. Et vous proposez quoi personnellement comme solution à tout ça? Eh bien, vous avez pas mon nom ici, mais je ne peux pas vous l'expliquer en 20 secondes. Oui, enfin, puisque en ce moment, on vous a ces derniers temps souvent entendu parler de gouvernance mondiale, ou gouvernement mondial, c'est ce que vous proposez. Oui, donc vous êtes favorable à la perte de la souveraineté de la France par rapport à une supranationalité? L'un s'articule avec l'autre. Il y aura des gouvernements locaux et un gouvernement mondial au-dessus de ça. Enfin, du moins, c'est ce que vous désirez, quoi. Ce que la majorité des politiques désirent, quoi. Et le fait que ce genre de politique soit promu par des gens qui font partie en quelque sorte des mêmes cercles, comme notamment les Rockefeller, notamment le groupe Bilderberg. Je connais très bien cette thèse, mais c'était aussi la thèse de Marx, qui voulait aussi un gouvernement mondial. Il y a plusieurs conceptions. Oui, c'est vrai qu'il y a 2 courants du monde. Merci les élus. Mais finalement, vous êtes pour ou contre alors la création monétaire? Mais il n'y a plus de création monétaire. Et vous êtes pour ou contre? Vous êtes pour la rétablir ou pas? Mais non, c'est fini la création monétaire, on ne peut plus. Mais ça fonctionnait très bien avant. La dette serait quasi nulle si on...
la vraie question de la crise, c'est la Federal National Bank of America. Et que cette banque n'est pas une banque de l'État, mais c'est un conglomérat de 8 banques privées. Ces 8 banques privées ont été nommées par un président qui s'appelle Woodrow en 1913, parce que lui, il a été poussé par ces 8 banques. Et donc, ce système américain, c'est qu'eux, ils mettent l'argent en circulation et ils sont autorisés d'imprimer des billets de banque, et pour ça, ils reçoivent des intérêts environ 6% par an. Oui, et donc, alors, si vous étiez à la fin de chaque mois, vous avez vos 6% par an. Voilà la question, c'est comment faire pour éliminer cette Federal Bank of National Bank of America et de faire une véritable banque nationale américaine et de dénationaliser toutes ces banques qui sont Rockefeller, Rothschild, l'achat, etc. C'est ça le problème. Voilà. Juste une dernière question, on va vraiment vous laisser, juste qu'on adore échanger avec des personnalités du... Allez-y. Vous avez notamment dernièrement exprimé votre opposition par rapport aux manifestations pour Gaza, disant qu'il y avait notamment une instrumentalisation communautaire. Et on aimerait justement savoir votre position par rapport à l'instrumentalisation par le CRIF qui a organisé une manifestation en soutien pour Israël, et notamment en parlant au nom de tous les Juifs de France. Écoutez, avant-hier est venu Hind Khoury, qui est délégué général de la Palestine en France, à Chalon-sur-Saône, où j'étais présent avec les 3 députés socialistes. Notre position, nous, socialistes, est de condamner vertement l'intervention de Tsahal et d'Israël à Gaza. Voilà. Et ces massacres, franchement, qui se répètent. D'ailleurs, souvent, à la veille d'élections en Israël. Il y a eu l'affaire libanaise. Et il n'y a aucune leçon qui est tirée de l'histoire. Et je vais vous dire, nous avons demandé, nous, au Parti Socialiste, des sanctions internationales contre Israël. Voilà. Voilà. Nous ne voulons pas considérer que c'est une guerre religieuse. Ce n'est pas une guerre des Juifs contre les musulmans. C'est une guerre territoriale, donc politique. Elle doit être réglée politiquement. Donc ne mélangeons pas tout. Moi, les frères musulmans du Hamas, je ne pense pas que ce soit la bonne cause du peuple palestinien. Voilà. Néanmoins, je pense que l'avenir du peuple palestinien existe dans un État viable. Et je me battrai pour cet État. Et ce que je veux dire, c'est que le Hamas a quand même été élu majoritairement par le peuple palestinien. Certes, c'est cela en fait. Certes, donc, mais est-ce qu'il a servi la cause de son peuple? Question. Ah non, ça, il n'a pas eu le pouvoir longtemps. Merci, en fait, au revoir. C'est ça le problème. Donc, à bientôt. À bientôt, j'espère. Oui, moi je veux une question. Allez-y, monsieur. Oui, vous m'entendez? Il faut parler fort. Oui, je peux parler fort, vous m'entendez? Oui. Je voulais poser une question à M. Dany Cohn-Bendit, qui est député européen. J'ai pas souvent l'occasion de rencontrer des députés européens. Moi, tous les jours dans le métro. Oui, non, je pas besoin. Donc, allez-y. Donc, vous êtes donc député européen. Et vous conviendrez avec moi, d'ailleurs bientôt sa traduction, vous conviendrez avec moi que la guerre est la plus grande des pollutions. Il y a une chose que je ne comprends pas et j'aimerais avoir une réponse, c'est que chaque fois qu'à Gaza, il tombe du plomb durci et que les installations universitaires, hôpitaux sont détruits, c'est l'Union européenne qui met la main à la poche. Et ça, depuis très longtemps, il y a eu des subventions de l'Union européenne. Je ne peux pas les chiffrer, mais vous les connaissez longtemps. Et également, à nouveau, destruction à Gaza, et à nouveau, l'Union européenne va envoyer de l'argent. Pourquoi l'Union européenne dépense l'argent du contribuable pour restructurer, redévelopper les universités, les hôpitaux, l'aérodrome, le pont, qui est systématiquement plomb durcisé par l'armée de l'Israël? Pourquoi n'est-ce pas l'armée de l'Israël, qui paye les dommages et intérêts et les dommages de guerre à ces gens qui se font plomb durcisé? Bon, c'est un peu en dehors du sujet. Moi, je veux bien répondre. Monsieur, vous avez disparu? Ah d'accord. Je voudrais vous répondre calmement. Il y a 2 niveaux de réponse. Premier niveau de réponse, moi j'étais dans les territoires occupés il y a à peu près il y a 3 mois, 3-4 mois, et j'ai longtemps discuté avec toutes les forces palestiniennes.
Le problème, il est, vous pouvez demander, vous avez raison, qu'Israël soit condamné pour ses destructions, qu'il devrait payer. Vous pouvez. C'est un processus politique qui va durer très longtemps. Le problème, et c'est la contradiction dans laquelle nous sommes, nous, Européens, quand on a décidé de l'aide, il faut aider les populations tout de suite. Ces populations victimes de ces bombardements, qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus d'école, eh bien, elles ont besoin d'une aide tout de suite. On ne peut pas attendre la décision de la Cour pénale internationale, si vous prenez plainte, si on porte plainte contre Israël, pour qu'après, ils aient une aide. Donc, il faut travailler à deux niveaux. Il faut, je crois, et c'est juste, remettre en question et attaquer devant la Cour de justice pénale internationale. Stéphane Hessel a lancé l'idée d'un tribunal Russell sur la politique israélienne, donc attaquer politiquement la politique israélienne, et en même temps aider les Palestiniens. On ne peut pas faire l'un ou l'autre. Ce n'est pas soutenable pour les populations. Et puis, à partir de là, il faut, et c'est un débat très compliqué, et moi je veux bien le poser, il faut dire aux Israéliens, et il faut dire aux Palestiniens, que la solution pour les uns et pour les autres, c'est la limitation de leur rêve d'État. Les Israéliens doivent comprendre que Israël ne survivra que s'ils vident toutes les colonies. C'est-à-dire qu'ils laissent aux Palestiniens un véritable État. Et aux Palestiniens, il faut dire que les Palestiniens ne survivront que s'ils acceptent que de l'autre côté, eh bien, c'est le territoire israélien et qu'il n'y aura pas de retour massif de tous les réfugiés dans ces territoires. L'autolimitation des deux rêves sionistes et palestiniens est la condition sine qua non de l'existence de l'État palestinien et de l'État israélien. Voilà ma réponse, toute simple politiquement, et je crois qu'elle est claire. Donc on peut se retrouver en bas pour continuer nos échanges. Merci. Madame, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation des armes à rhinocéros et à phosphore par Israël. Non, mais quand vous représentez les droits de l'homme pour défendre... Non, mais on n'a pas de sens pour échanger avec vous, c'est juste par rapport à la situation à Gaza, pour savoir votre avis là-dessus, en fait. Par rapport à l'utilisation d'armes médicales par Israël. On peut en discuter à un autre moment. Et là, on a terminé, ma journée est finie, je voudrais rentrer et on va commencer plus tôt. Je ne peux pas faire grand chose maintenant, je vous en supplie. D'accord? Mais je vous promets. L'homme qui tirait la langue devant les CRS. Alors, ça c'est un souvenir que j'ai de l'homme. Mais un peu plus près de nous, historiquement, vous étiez exprimé au moment des Jeux Olympiques en Chine. Et vous étiez un peu ému de la situation des droits de l'homme là-bas, et puis vous aviez dit qu'il fallait aller foutre la merde à Pékin. Par contre, quand Israël balance des obus au phosphore sur la bande de Gaza, viole plus de 200 réunions, plus de 200 résolutions de l'ONU, quand les Américains vont massacrer les Irakiens, on ne vous entend pas dire il faut aller foutre la merde à Washington, il faut aller foutre la merde à Tel Aviv. Moi, je pense que votre conscience des droits de l'homme, elle est à géométrie variable, en fait. D'accord, on a déjà eu le débat. Monsieur. Justement, le fait qu'Obama ait laissé le département de la défense à Robert Gates, qu'il soit conseillé par Colin Powell. Ouais, non, mais c'est ce que je vous dis. Je ne sais pas. Personne ne peut savoir jusqu'où ira Obama et en quoi Obama fera une politique très différente. Ce que je vous dis, c'est que le fait que ce soit plus Bush et de clan Bush, c'est en soi un changement. C'est-à-dire vous n'avez pas une opinion sur ses premières nominations, le fait qu'il ait nommé Rami Emanuel. Comme il est très comme il recherche un gouvernement bipartisan, il a toujours dit. Qu'il essaye, et ça ne marche pas d'ailleurs, hein, les autres le refusent, mais enfin comme il voulait faire un gouvernement bipartisan, donc il a essayé de garder les républicains qui étaient prêts à travailler avec lui. Donc voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'il a fait. Mais ses promesses d'avant-campagne, notamment durant sa campagne en juillet 2008,
quand il avait dit que la première mesure dans le cadre de la guerre contre le terrorisme international, ce serait de bombarder le Pakistan parce que c'est le nid de la terreur selon lui. J'espère qu'il ne le fera pas. Mais... ils le font, je signale. Ouais. Attends, je dis tous les jours ils bombardent le Pakistan. Enfin, ils bombardent des zones. Enfin, il le faisait avant. Hein. Ouais. C'est pas lui qui le fait. Il le faisait avant et il continue. Yes. Bonsoir. Ma question est simple. J'ai voulu m'exprimer un petit peu sur le sujet, mais bon, comme on a beaucoup de questions, je vais juste poser ma question. Ça concerne en fait la politique d'Obama, parce qu'on parle de changement. Et quand on sait que l'un des deux conseillers d'Obama pour la politique étrangère est le général Colin Powell avait assuré devant le monde entier, sous l'administration Bush, que Saddam Hussein était en possession d'armes de destruction massive. Ces armes n'ont jamais été trouvées. Powell est également au sein de l'administration Bush père lors de la première guerre du Golfe. En quoi, selon vous, le choix de nommer Powell à la politique étrangère est une entrave au changement politique d'Obama? Excusez-moi, ce n'est pas. Je ne sais pas si ça fait partie du débat. On ne parle pas de la politique étrangère d'Obama ici. En fait, nous sommes en train d'aborder des questions qui nous concernent en Europe sur la question de la diversité. Nous aurons certainement l'occasion d'inviter le ministère des Affaires étrangères français, donc Madame Yad, M. Kouchner, ils viendront pour répondre à ces questions, peut-être l'ambassade des États-Unis aussi. Donc pour le moment, nous parlons, parce que c'est toujours là, il y a la France, notre vie en France ici. Il ne faut pas que nous oublions, nous parlons de la diversité, nous parlons d'ici, ici. Je peux juste demander si... Monsieur? On a 4 questions, on laisse répondre. Parce que dans 15 minutes, les interlocuteurs vont nous suivre. Je vais juste te demander si la réponse à ma question intéresserait le public. Oui. Mais c'est peut-être pas les bons interlocuteurs, enfin.